Oui, effectivement, je ne suis pas ici dans ma zone de confort, puisque je suis juriste, chargée de recherche au CNRS, mais faisant des recherches sur les relations entre le droit et certaines activités scientifiques et certains développements techniques. Et donc, d'habitude, quand j'interviens effectivement en colloque, je commence par m'interroger sur une éventuelle définition juridique, sur un éventuel texte applicable, une jurisprudence mobilisable pour éclairer l'interprétation. Et je suis très à l'aise, évidemment. Alors qu'ici, non seulement on me demande un travail réflexif sur mon travail, mais en plus un travail réflexif sur un travail collectif, ce qui forcément me met en situation d'être un peu déstabilisée. La déstabilisation, après tout, cède à l'idée que finalement, je ne vais faire que dire des choses évidentes, enfin, qui aujourd'hui questionnerait l'interdisciplinarité. Ne sommes-nous pas à la Maison des sciences de l'homme? Data Santé n'a-t-il pas été financé? Ne sommes-nous pas tous réunis dans cette salle? Finalement, tout va bien, ouf, je vais pouvoir en 5 minutes faire plaisir à mon directeur de projet sans pour autant avoir les sueurs froides de la personne qui prend la parole au micro. Ayant dit cela, évidemment, après, une fois en phase de construction du PowerPoint, on a un petit moment de solitude en se disant « Oui, certes, nous sommes là. » Hop, finalement, ça passe comme ça, d'accord. « Certes, nous sommes là. Certes, l'interdisciplinarité n'est plus discutée. Je peux même, après tout... me vraiment référer à quelques sociologues des sciences bien connus. Je pense par exemple à Bernard Valade. Les problèmes que pose la communication entre les disciplines se rapportent aux divisions du savoir par branches, domaines d'études et autres appellations plus ou moins contrôlées des cantons qui en constituent le territoire. Aujourd'hui, l'enfermement dans une spécialité pour divers motifs, dont la défense d'un précaré n'est pas la moindre, est communément dénoncé. Contre le cloisonnement, la ségrégation, l'hyperspécialisation, on appelle à l'ouverture des prisons disciplinaires, au contact, aux échanges. Effectivement, la faveur pour l'interdisciplinarité ne semble plus avoir besoin d'être justifiée, encore moins démontrée. Et pourtant, pour un terme qui a été inventé au cours des années 70, plusieurs termes en réalité, je vais y revenir, et ils ont déjà été un petit peu évoqués ce matin, pluridisciplinarité, multidisciplinarité, polydisciplinarité, interdisciplinarité, transdisciplinarité, j'y reviendrai, et sans doute en ai-je oublié. Eh bien, pour des termes qui ont été utilisés, qui ont été inventés dans les années 70, pour des pratiques encore plus anciennes, puisqu'évidemment, si on se réfère à l'histoire des sciences, eh bien, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert pourrait nous apparaître comme une illustration phare d'un travail multidisciplinaire qui a su faire référence dans différents champs disciplinaires et susciter l'envie par-delà les frontières de la France, donc un exemple à suivre. Eh bien, malgré cela, malgré les efforts qui ont été faits par différentes institutions et différentes agences de moyens, eh bien, l'interdisciplinarité s'impose-t-elle de manière si évidente? Et de quelle interdisciplinarité parle-t-on? Finalement, je n'étais plus en situation de confort du tout. De nouveau, j'étais perturbée. Comment m'en justifier? Et surtout, pourquoi l'avoir demandé à une juriste? Mon Dieu! Et puis, comme on cherche toujours à se rassurer sur la légitimité de sa prise de parole, je me suis dit, mais l'interdisciplinarité, je la pratique, j'y crois, je la pratique depuis plusieurs années, depuis peut-être pas de nombreuses années, je ne sais pas si j'ai déjà le droit de dire ça, mais en tout cas depuis plusieurs années. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je m'y adonne? Et comment finalement répondre aux critiques qui sont désormais récurrentes, ou en tout cas qui reviennent à la charge autour de la question de l'interdisciplinarité comme pur slogan, avec parfois une idée un arrière-fond de logique gestionnaire
avec des regroupements à des fins de rationalisation de la gestion, avec des étiquettes qui peuvent être sans intérêt ou fallacieuses, finalement, voire même un concept finalement serait déjà dépassé par rapport à d'autres concepts qu'on entend parfois, et je pense notamment à celui de sérendipité ou à celui d'indiscipline qui est désormais proposé. Il y a certainement effectivement des pratiques diverses de l'interdisciplinarité, et l'une des difficultés ici, c'est évidemment de se demander s'il suffit pour un projet de se qualifier d'interdisciplinaire pour l'être véritablement. Alors on a certes des exemples. L'avantage d'être en zone d'inconfort, c'est que après le stade de la pression ultime tétanisante, tout à coup, on retrouve la contrainte, recrée un espace de liberté. On se dit, bon, très bien, après tout, si je ne suis plus dans un registre purement disciplinaire où je dois répondre au canon de ma discipline, je vais pouvoir faire ce que je fais si rarement, utiliser des images. Parce que voyez-vous, je fais partie des gens qui essayent de faire des PowerPoint, mais enfin, au bout de la 5e utilisation d'une image de code civil ou d'une image de la justice avec les yeux bandés, on finit par faire des PowerPoint sans images. Et effectivement, ici, je me suis dit, eh bien, je vais me faire au moins plaisir, en espérant vous faire un petit peu plaisir aussi en fin de journée. Donc, suffit-il finalement à un projet de se qualifier d'interdisciplinaire pour l'être ? Suffit-il qu'effectivement des injonctions nous parviennent des différentes institutions, des différents bailleurs de fonds pour que l'interdisciplinarité existe, et sous quelle forme ? Si des projets se qualifient d'interdisciplinaires, où en est l'interdisciplinarité dans nos universités ? Elle progresse certainement, mais enfin, par rapport au chemin censé être parcouru, sommes-nous si loin ? Et faisons-nous donc aujourd'hui de l'interdisciplinarité, et laquelle ? Il y a notamment le spectre ici, particulièrement ressenti du côté des sciences humaines et sociales, de l'instrumentalisation, dans la mesure où un certain nombre de bailleurs de fonds, je pense par exemple à la Commission européenne, mais il y en a d'autres ailleurs, vont postuler la nécessité d'intégrer par exemple un volet éthique avec toutes les difficultés à qualifier ou requalifier l'éthique dans ce contexte, où finalement on se retrouve avec en quelque sorte l'idée qu'il est obligatoire d'embringuer avec nous des représentants des sciences humaines et sociales, lesquels se retrouvent en situation de devoir incarner à eux tout seuls l'interdisciplinarité SHS au service d'une interdisciplinarité en sciences expérimentales ou en sciences mathématiques ou logiques, qui, elle, se vit, on va dire, de manière plus libre, plus décomplexée, notamment au regard de la visée pratique poursuivie. Et j'ai mis ici une citation de Jean-Paul Biot, qui date déjà de 2003, mais qui me paraît toujours d'actualité. Il y a effectivement des situations caricaturales où la division du travail entre les champs disciplinaires épouse et fige une dichotomie. Et dans cette configuration de recherche, que produit-on ? De la frustration. De la frustration, évidemment, du côté des chercheurs en sciences humaines et sociales, mais aussi une forme de frustration du côté des sciences expérimentales ou des sciences de la vie, des sciences de la matière, qui se demandent bien pourquoi on est obligé d'emmener ces chercheurs en SHS avec nous et de leur allouer des fonds, alors qu'on aurait très bien pu cheminer sans eux. Et de fait, cette frustration liée à un sentiment d'instrumentalisation qui peut exister parfois n'est pas la seule critique portée contre l'interdisciplinarité aujourd'hui. On la suspecte de beaucoup de maux. Je l'ai déjà dit, il peut y avoir une motivation derrière cette injonction à l'interdisciplinarité qui est liée à la logique gestionnaire de certaines institutions ou bailleurs de fonds, qui ne va pas forcément dans le sens d'une recherche de qualité. Il peut y avoir un problème d'évaluation des qualités du résultat, évidemment, et c'est là qu'il est important de concevoir une interdisciplinarité qui ne soit pas un abandon des disciplines. Ça a été évoqué ce matin par Stéphane quand il parlait des questions de publication.
la nécessité de pouvoir retourner vers sa discipline, publier dans sa discipline. Il y a aussi la question de savoir si, au-delà de l'instrumentalisation, il n'y a pas aussi une volonté de remodeler tous les champs du savoir sur le modèle des sciences mathématiques ou expérimentales, avec cette idée effectivement qu'ici la figure de la logique comme science fondamentale pourrait, comme pilier, comme fondement d'une science unifiée, pourrait servir de repoussoir aussi, et je fais ici implicitement référence à quelques travaux bien connus de philosophie des sciences. Donc, effectivement, finalement, aujourd'hui, on en est, je ne sais pas s'il faut dire encore ou de nouveau, mais à justifier l'interdisciplinarité. Parce qu'au fond, elle ne se pratique pas partout de la même manière, pas partout de manière optimale, pas partout de manière créatrice. Mais pour autant, il me semble qu'il ne faut pas considérer que l'interdisciplinarité est dépassée. Je pense qu'il y a là certainement une injonction, peut-être pas toujours faite pour de bonnes raisons, ou en tout cas pas toujours pour des raisons compatibles avec un développement optimal de la science tel que chacun l'aperçoit à partir de son point de vue disciplinaire, mais qu'il y a là certainement une opportunité de recherche. Une opportunité de recherche pour se dire que certes, il y a là des motifs possibles de suspicion, mais aussi matière à créer quelque chose, à faire des choix qui nous permettent de développer à la fois dans nos disciplines et dans un collectif qui n'est pas que la somme de nos disciplines, peut-être, des opportunités de collaborer, faire collaborer des compétences, éventuellement créer des opportunités de transfert de concepts, de maraudage entre les disciplines, comme on peut l'entendre parfois dans un vocabulaire de sociologie des sciences, mais aussi une stratégie de production de savoir, d'un savoir de qualité, un savoir informé, un savoir humaniste. Alors, il y a différentes voies qui s'ouvrent. Et de ce point de vue, il me semble qu'effectivement, sans vouloir sombrer dans une taxinomie des qualificatifs poly, pluridisciplinarité, je pense qu'il y a quand même ici des trajectoires qui sont assez visibles. Il y a la tentation du catalogue, qui a déjà le grand mérite d'exister, qui donne effectivement la possibilité à chaque regard disciplinaire de s'exprimer et qui n'est déjà pas si facile en réalité à établir et qui est déjà du bel ouvrage. Chacun a plaisir à regarder un beau catalogue quand il est bien fait. L'inconvénient du catalogue, c'est qu'au fond, la rencontre n'a pas réellement lieu. C'est parfois qualifié de forme faible de l'interdisciplinarité. En tout cas, il me semble que Data Santé peut aller au-delà de cet objectif ou de cette ambition à minima. Alors, il y a une ambition maximale, qui est celle qui a été évoquée ce matin par Patricia, qui est un horizon quand même très difficile et pas forcément si désirable, me semble-t-il, parce que c'est l'horizon de la perte des repères disciplinaires. Effectivement, je suis passée, vous l'avez vu, de l'art conceptuel à l'art surréaliste, en m'arrêtant sur le catalogue, et maintenant j'en arrive à des formes d'art qui effectivement sont issues de collaborations, qui sont des résultats qu'on pourrait qualifier de transdisciplinaires. Le lapin fluorescent d'Eduardo Kac, qui est un lapin transgénique, le travail qualifié le mouvement d'art qualifié d'inceptionnisme par le fameux Google déjà évoqué ce matin, et qui en été part du travail sur les algorithmes de reconnaissance des formes,
On va chercher, pour reconnaître les formes, on va demander au programme de nous dire quelle forme il reconnaît, mais il va continuer à chercher, et continuant à chercher, il va trouver des formes, y compris là où on ne les a pas vues, et il continue. Ça a eu tellement de succès qu'ils ont dévoilé l'algorithme et qu'ils se sont dit, eh bien, on va pouvoir faire une œuvre collective, chacun proposant de ses propres, faisant travailler l'algorithme sur ses propres images. Et la difficulté ici, c'est que si la transdisciplinarité a la séduction des aboutissements, puisqu'effectivement, nous sommes dans un contexte de complexité, alors on se dit finalement, les frontières disciplinaires se transforment en prison, la capacité d'innovation est désormais à la marge, l'interdisciplinarité, ce serait finalement une étape à dépasser. Et la difficulté, c'est que ce rêve d'une science unifiée, non seulement évoque aujourd'hui quelques projets de l'ordre d'un mélange de politique, de discours, de promesses ou de dystopie qu'on qualifie de convergence NBIC, et donc qui effectivement surgit quand on évoque cette problématique de transdisciplinarité. C'est l'idée que finalement toutes les disciplines convergeraient, y compris les sciences humaines et sociales. Quand vous regardez le rapport d'Alfred Norman sur la convergence NBIC, il inclut les sciences humaines et sociales. Or, non seulement ça pose évidemment la difficulté déjà évoquée de l'évaluation, mais aussi le problème du retour vers les collègues des disciplines. Et puis, force est de constater que l'hybridation issue du processus qui est ainsi appelé peut aussi produire de nouvelles clôtures. C'est-à-dire qu'au fond, si nous restions tous ensemble dans ce merveilleux amphithéâtre violet très 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 longtemps, peut-être finirions-nous, je ne sais par quel processus, par créer véritablement une collectivité transdisciplinaire. Serions-nous capables ensuite de transmettre au-delà de notre cercle les résultats que nous aurions produits à force d'interagir sur un mode haut débit? Serions-nous capables de convaincre tout un chacun que ces deux œuvres ici sont véritablement des œuvres d'art qui méritent, au même titre que d'autres œuvres que je vous présente ici, de figurer dans le catalogue évoqué plus tôt. Alors il me semble que l'interdisciplinarité a encore des vertus de ce point de vue, parce que c'est une voie médiane. Alors bon, en même temps, je ne suis pas révolutionnaire, mais comme je suis juriste, ça ne vous étonnera peut-être pas, même s'il y a eu des juristes révolutionnaires indéniablement. Mais les juristes du début du XXIe siècle en France révolutionnaire, il n'y en a plus tant que ça. Eh bien, il me semble que cette voie intermédiaire a ses charmes et qu'en plus, elle se décline et que donc, en fonction de ce que nous souhaitons faire ensemble, nous pouvons en plus mettre le curseur à un endroit ou l'autre. Alors, il y a une première voie que j'ai qualifiée de voie pointilliste, que j'ai illustrée avec une œuvre de Seurat, mais que j'aurais pu illustrer autrement, qui me semble déjà représenter un horizon intéressant pour ce que nous faisons dans Data Santé ou ce que nous pourrions faire dans Data Santé, puisque notre version de l'interdisciplinarité est qualifiable de large. C'est-à-dire qu'on distingue, je fais ici référence à des travaux sur lesquels on pourra revenir si vous le souhaitez, mais c'est peut-être pas la peine que je m'attarde, distingue effectivement l'interdisciplinarité étroite qui se pratique entre des disciplines qui ont une épistémologie commune ou des raisons de travailler qui semblent évidentes ensemble, et puis une interdisciplinarité large où les efforts à faire pour se comprendre mutuellement sont très importants, et le résultat consistant à dire oui, c'est intéressant de travailler cette personne est extrêmement difficile quand même à obtenir. Et de ce point de vue, eu égard à la largeur des champs couverts par le projet Data Santé, la voie pointilliste qui consiste à ce que chacun apporte son petit point et
en espérant qu'à la fin cela fasse un dessin d'ensemble et pas simplement un catalogue, serait déjà un résultat très intéressant. Ici, dans la voie pointilliste, on partage. On partage, mais on ne coopère pas complètement. Il y a une autre voie, plus ambitieuse, mais qui n'est pas celle de la transdisciplinarité, laquelle peut advenir. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet interdisciplinaire qui est des pôles dans lesquels une transdisciplinarité opère. Parce qu'au sein d'un projet interdisciplinaire large, vous pouvez avoir des pôles d'interdisciplinarité restreinte où il est plus facile d'aller jusqu'à la transdisciplinarité. Mais cette transdisciplinarité est très limitée, elle est étroite, elle ne couvre pas tous les champs qui sont dans Data Santé. Donc, cette voie de l'aquarelle, pourquoi est-ce qu'elle me semble intéressante et pourquoi diable ai-je choisi une aquarelle aussi guerrière? Eh bien parce que justement, il me semble que l'aquarelle est trop souvent associée à une technique picturale de doux rêveur, alors qu'en réalité, tout comme la gouache, deux techniques de détrempe, a de grands avantages. Le grand avantage de nous permettre tout à la fois de travailler avec des zones précises et des zones de camailleux, de dégradés, de fondus, un travail sur la densité, un travail sur la lumière. Ici, on le voit avec le jeu de la poudre, effectivement. On distingue chaque élément du tout, mais aussi les zones de mélange. Le tout au service d'une image qui peut être explicite, mais qui peut être impressionniste aussi, voire éventuellement une image déconstruite, mais toujours une image chaude, vivante. Et je pense que si j'avais un vœu à faire en ce début de projet, ce serait que Data Santé suive la voie de l'aquarelle, même si je serais déjà très satisfaite si nous parvenions à faire un tableau pointilliste. Voilà. Donc, du coup, ça me permet de passer rapidement sur les dernières diapositives, parce qu'on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Je voudrais simplement dire que, à mon sens, Data Santé est effectivement un projet, et j'insiste sur le mot projet méthodologique disciplinaire, et un choix méthodologique interdisciplinaire. Alors, le projet interdisciplinaire, il a déjà été évoqué, le fait que le projet ait été conçu à partir de plusieurs chercheurs, de plusieurs questions, de chercheurs ici de différentes disciplines et de questions traversant différentes disciplines est une évidence. Le fait que nous soyons réunis autour de disciplines aussi variées, cela a été évoqué, est très fort et ça souligne une interdisciplinarité ambitieuse et large. Je ne reviens pas sur le consortium. Et il y a derrière ce projet un choix qui se décline et qui va avec, à mon sens, la voie de l'aquarelle que je vous ai décrit tout à l'heure. Pour qu'il puisse y avoir cet effet de transparence, cet effet de mélange des couleurs dans lequel une des couleurs ne déteint pas trop sur les autres, mais garde sa place tout en créant des zones de mélange, il me semble que prendre le temps est très important. Et ici, les interactions ont déjà existé et vont continuer, et ça me semble très important. Prendre le temps de se connaître, se comprendre, connaître et comprendre. Avec, voilà, il y a à la fois le se et je l'enlève aussi. Et ça suppose de développer les occasions de rencontre, et c'est pour ça que je trouve important que Stéphane ait insisté sur toutes ces occasions de rencontre, toutes ces formes. Ça peut créer parfois un agenda très dense, et en même temps, ça crée du coup des occasions multiples d'aller au-delà du partage et de tenter la collaboration. Data Santé, on l'a dit, offre des outils opérationnels. C'est le cas du projet Connectivity Map qui a été amplement présenté. Des outils informationnels sur l'état des connaissances, puisqu'on a là la réunion d'un certain nombre de compétences, mais aussi des prises de conscience, indéniablement sur le registre éthique ou sur les contextes sociopolitiques. Des outils définitionnels. Et je pense que de ce point de vue, les différents rendez-vous que nous avons déjà
ont permis, par exemple, toute la discussion aujourd'hui sur la médecine personnalisée, médecine de la personne, difficulté de savoir si on est dans le big data ou pas, et si ça a dû, finalement, si c'est si important que ça de savoir si on est dans le big data ou si les questions sont pertinentes. La question de l'algorithme, enfin la définition de l'algorithme, et savoir si on doit nécessairement cheminer vers une définition, ce qui serait un travail transdisciplinaire, ou si on peut tenter de comprendre pourquoi il est possible, en fonction des disciplines, d'avoir différentes définitions, mais en comprenant les raisons pour lesquelles chaque discipline va mobiliser une définition différente, sont aussi des choses importantes. Donc à mon sens, ici, l'objectif, il est clair, c'est ce que j'ai mis ce que j'ai mis en fin de diapositive, offrir les conditions d'une recherche informée et pertinente en sciences humaines et sociales, parce qu'effectivement, nous avons besoin d'entretien, d'observation, nous avons besoin de savoir ce qui effectivement est possible, mais aussi ce qui est fait pour pouvoir poser des questions pertinentes et tenter des réponses qui soient un tant soit peu soit utiles, soit correctes. Et je l'espère, il y a aussi du côté de l'informatique et de la biomédecine dans ce projet, l'idée que ce choix méthodologique permet une recherche outillée, réflexive et humaniste. Et donc, de ce point de vue, ce n'est pas quelque chose d'instrumental, c'est véritablement un travail ensemble. Et il me semble qu'il y a déjà des résultats. Alors, je n'aurais pas forcément le temps de les développer, mais ça aurait été le moment où j'aurais été finalement la plus à l'aise, parce que je vous aurais parlé de mon travail sur l'intelligibilité des algorithmes d'aide à la décision, et du fait que finalement, après avoir beaucoup entendu parler de transparence, de loyauté des algorithmes, de confiance, eh bien, j'ai fini par enfin comprendre qu'il fallait que je retourne à mes travaux sur la certification, et que je réfléchisse sur l'intelligibilité comme question, comme un concept intéressant justement pour remettre en selle le principe du contradictoire, le principe du droit au recours, etc. Donc, pour moi, c'est déjà, après quelques mois de travail, un vrai premier résultat. Mais le temps file, il fait beau dehors, et je voudrais donc simplement conclure par dire qu'au fond, peu importe que certains considèrent que l'interdisciplinarité n'a plus à être justifiée, c'est une évidence, c'est même un terme dépassé. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de saisir cette opportunité qui nous est offerte de chercher, alors soit chercher autrement, si on considère que c'est une opportunité finalement de redécouvrir ce que nous faisons peut-être désormais sans y réfléchir. Effectivement, le concept de sérendipité qui désormais est très apprécié consiste à insister sur la façon dont les découvertes se font de façon fortuite, on va dire. Alors, c'est un grand classique de l'histoire des sciences et même des autobiographies, enfin, que ce soit l'autobiographie de Feynman ou celle de Watson, on trouve cette idée, évidemment, de découverte fortuite, et il y en a bien d'autres. Mais il me semble que, et c'est ce qui est intéressant dans le travail que Sylvie Catelin y a consacré, c'est qu'elle insiste bien sur le fait qu'au fond, ce caractère fortuit a tout à voir avec, quand même, le regard qu'on porte sur les choses et sur notre capacité à réouvrir la liberté imaginative à partir d'un regard plus neuf. Alors j'ai envie de dire regarder les choses autrement, ben, finalement c'est peut-être soit c'est autrement, soit c'est redécouvrir l'essentiel. J'aurais, plutôt que de mettre une citation de Sylvie Catelin et de répondre aux sirènes de la mode, j'aurais peut-être dû mettre une citation de Gaston Bachelard dans La formation de l'esprit scientifique, quasiment au début d'ailleurs. Devant le mystère du réel, l'âme ne peut se faire par décret ingénu. Il est alors impossible de faire d'un seul coup table rase des connaissances usuelles. Face au réel, ce qu'on croit savoir clairement offusque ce qu'on devrait savoir. Quand il se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est pas jeune. Il est même très vieux, car il a l'âge de ses préjugés.
Accéder à la science, c'est spirituellement rajeunir, c'est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé. Et il me semble que se mettre en situation d'interdisciplinarité, c'est à la fois prendre ce risque et tenter cette chance-là que de finalement rajeunir. Voilà, je vous remercie.